Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que par rapport à ce que vous avez vu sur notre site, c'est pour ce qui va se passer demain. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 89 firmes qui utilisent notre coltan. Et notre slogan ces derniers temps, c'est le minerai des sangs. Ces firmes qui utilisent notre coltan vont se réunir demain à l'hôtel Sheraton qui se trouve à l'aéroport des Aventins. Alors, nous allons faire un sit-in demain devant l'hôtel Sheraton. Nous avons l'autorisation de la police. Nous avons ici devant nous, moi je suis le président régional de la Pareco Europe. Et ici devant nous, nous avons les conseillers du président en charge de tout ce qui est finance et économie, Papa Daniel Onema, de la Pareco. Nous avons notre secrétaire général adjoint Amissi, qui est là. Jean-Pierre Mbelou, je vais quand même le présenter. Jean-Pierre Mbelou, que tout le monde connaît ici à Bruxelles et en Belgique, je dirais même partout maintenant dans le monde. Jean-Pierre Mbelou est là aussi, parce que si vous avez fait attention aussi dans notre... sur ce qui était marqué sur notre site, on avait parlé d'un front commun. C'est pour cela que vous voyez la présence de Jean-Pierre Mbelou. Et en principe, nous aurons aussi Patrick Mbeko, aussi pour ces fronts communs. Donc à côté de Jean-Pierre Mbelou, c'est le trésorier général de la Pareco, Papa Alphonse Ebama. Donc nous allons leur donner peut-être une dizaine de minutes à chacun. Je ne sais pas si c'est peu, mais on va voir comment est-ce que ça va évoluer. Et c'est seulement après. Nous allons faire en sorte que chacun des intervenants puisse prendre la parole par rapport à ces multinationales-là, vraiment, surtout. Et on ne va pas, à chaque fois qu'un intervenant va prendre la parole, passer aux questions. C'est peut-être mieux que tous les intervenants parlent, et après les journalistes auront libre choix de poser des questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Je vais passer la parole à Papa Alphonse Ebama. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le trésorier général de la Pareco. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, moi je vais vous parler d'un sujet un peu plus technique. C'est celui de la technique d'exploitation du coltan et de l'or comme facteur de financement illégal des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, je voudrais très brièvement et en termes simples vous parler un peu en guise d'introduction de la géologie. Parce que sans géologie, on n'a pas de coltan. Eh bien, la géologie, comme on le sait, est la science de la Terre qui étudie la formation, la composition, le fonctionnement, le comportement, l'administration et la gestion de la Terre. De nos jours, avec l'aventure spatiale, la géologie étudie aussi la Lune et bientôt Mars. La géologie a une petite sœur qui s'appelle la chimie. Au fait, la géologie est la macrochimie, dont le champ d'observation est toute la Terre, tandis que la chimie est la microgéologie, dont le champ d'observation c'est seulement le laboratoire. Mais toutes les deux ont en commun les éléments chimiques du tableau périodique de Mendeleïev, du grand savant russe Dimitri Mendeleïev, qui comprend des métaux, des métalloïdes, des gaz et des terres rares. Les combinaisons de tous ces éléments chimiques, selon leur valence, donnent des composés divers que nous appelons en géologie comme en chimie des minéraux. Ces minéraux se trouvent dans la nature sous la forme de métaux purs, soit alliages,
soit oxyde, soit sel et même des gaz. Mais quand l'intérêt économique revêt un minéral, le minéral devient minéraire. C'est-à-dire un minéraire est donc tout minéral à caractère économique. Maintenant, parlons-en du minerai coltan qui vous préoccupe. En géologie, le suffixe ite définit une roche. Exemple, la malachite, qui est la roche du cuivre, l'hématite, qui est la roche du fer, la calcite, qui est la roche du calcium avec le calcaire, la tantalite, parce qu'on y arrive, la cassitérite, cobaltite, etc. À ne donc pas confondre avec le suffixe ite de la science médicale, qui définit une inflammation ou maladie. C'est le cas, par exemple, de appendicite, sinusite, otite, hépatite, etc. Mais ce n'est pas géologique. Le coltan est une abréviation de colombite tantalite, ou plutôt colombo-tantalite. C'est ça qui fait le coltan. On entend coltan, coltan, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le coltan est un alliage naturel de terres rares, composé du coltan, c'est-à-dire coltan, colombo, c'est le colombium qui est une terre rare, qui est en alliage avec le tantal, qui fait le colombo-tantalite. Et le colombium a comme synonyme le niobium aussi. Donc c'est l'alliage entre le niobium et le tantal, qui fait le coltan, dont on parle souvent. Alors ces minéraux, coltan, colombo-tantalite, sont généralement des sous-produits de la métastase de l'étain, c'est-à-dire de la formation de l'étain dans le cassitérite. Il est toujours souvent accompagné de ces sous-produits, le colombium, le tantal, parfois le lithium aussi. Alors, l'intérêt économique réside pour cet alliage coltan dans leurs caractéristiques physico-chimiques, pour leurs usages dans des environnements de haute température et de résistance à la corrosion, d'une part, et surtout de leur malléabilité, ductilité et de superconductivité, d'autre part. Ceci permet donc leur super miniaturisation dans la conception des technologies de pointe, comme dans les IT, donc les technologies de l'information, les condensateurs et les superconducteurs, etc. On comprend alors comment on est passé des ordinateurs de vieille génération, dont la configuration pouvait remplir tout un bâtiment ou un salon, à une configuration de bureau, après une table comme les IBM à l'époque, avec les PC avec des tours. Ensuite, on arrive au laptop, on continue toujours à miniaturiser. On arrive aux tablettes, après les tablettes, nous sommes dans les smartphones, iPhone, et plus tard, vous apprendrez qu'on atteindra même la taille d'une montre. Tout ça, c'est à cause de la malléabilité, la ductilité de ce minéral, justement, pour la super miniaturisation. Maintenant, parlons un peu de la production du coltan. En tout cas, on distingue deux types d'exploitation minière, à savoir l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. L'exploitation industrielle nécessite des gros moyens et des gros investissements en industrie lourde qui permettent d'aller en grande profondeur par des galeries et des mines souterraines à la poursuite des gisements ou filons minéralisés sous la terre. Tandis que l'exploitation artisanale se limite à des creusages superficiels, très souvent limités au niveau des alluvions ou éluvions des rivières, ou à des affleurements des roches en surface. Le coltan est un minerai qui se trouve pratiquement dans tous les continents, sauf dans l'Antarctique. Ainsi, le Canada, les USA, l'Australie, la Chine, la Russie, le Brésil furent autrefois et sont encore des grands producteurs industriels de ce minerai. Le Canada, par exemple, a arrêté sa production à cause du coût élevé de la main-d'œuvre, tandis que le Brésil
assure 23% de la production mondiale du coltan. Par contre, l'Afrique et l'Amérique latine, en raison de leur coût bas de la main-d'œuvre et surtout des instabilités politiques, l'exploitation du coltan, à l'exception du Brésil, comme je l'ai dit tantôt, se réalise artisanalement, sans standard opérationnel et souvent dans des zones de conflit. Au Mexique et en Colombie, par exemple, l'exploitation s'est faite par des seigneurs de la drogue, dans des zones difficilement contrôlées par l'État. Comme dans ces pays, l'exploitation du coltan en RDC s'est faite aussi artisanalement par des groupes armés et des seigneurs de guerre. La technique consiste tout simplement à utiliser des tamis et des pannes comme on le faisait pour l'or durant les années 1800. Le cas de la RDC mérite une émotion un peu particulière. Au fait, on se demande pourquoi cette concentration des fraudeurs et d'exploitants illégaux seulement à l'est de la RDC. En effet, par un concours de facteurs, notamment la texture du terrain due aux activités tectoniques et volcaniques qui ont permis de labourer un peu la terre et d'emmener le coltan à même la surface de la terre d'une part, et la proximité de la frontière avec les pays agresseurs, le Rwanda, Ouganda, qui soutiennent et supportent les groupes armés d'autre part, l'exploitation minière ne pouvait s'y opérer que de manière artisanale et illicite, car cela leur permet une forte mobilité et un certain nomadisme sur le terrain. En effet, un fraudeur ne peut se payer le luxe d'être fixé industriellement en un endroit. Il faut qu'il sache fuir en cas d'attaque. Pour ce faire, il recrute des enfants creuseurs locaux, comme des esclaves dans les mines, et ceci, sur le plan de l'éthique, pose le problème des droits de l'homme. Sans oublier le dommage que ce type d'exploitation artisanale cause en permanence à l'environnement et à l'écosystème. Oxfam signale même, par exemple, que l'exploitation minière artisanale menace les parcs nationaux en RDC. Maintenant, quant à la commercialisation du coltan, la vente du coltan se fait généralement dans un marché privé et non régulé. Et en raison de cette nature, le marché offre largement une grande opportunité d'exploitation illicite. C'est ce qui se passe. Néanmoins, les prix varient entre 50 et 200 $ la livre poids. Au Rwanda, la Somiroa, Société minière du Rwanda, avait annoncé officiellement la fin de la production du coltan depuis 1982. Mais hélas, les statistiques d'exportation du coltan de 2009 à 2011 placent le Rwanda au rang de premier exportateur à hauteur de 25 à 29% du marché mondial du coltan. En revanche, la RDC est tout simplement classée comme grand producteur de coltan sans statistiques d'exportation. Ici, en tout cas, suivant mon regard, tout ce coltan vient manifestement du pillage et de la contrebande par les groupes armés au profit du Rwanda. Les incoterms du commerce international font un distinguo entre producteurs et exportateurs d'une marchandise, c'est vrai. Mais par des mécanismes conventionnels ou contractuels conclus entre le producteur et l'exportateur, le producteur se retrouve par rétribution dans les recettes de vente de son produit commercialisé par l'exportateur. L'exportateur ne touchant que le différentiel du prix de revente ou simplement sa commission. Mais dans les cas qui concernent le Rwanda exportateur et le Congo producteur, aucune convention ni contrat n'existe entre les deux. Moralité, le Rwanda empoche seul tout le paquet sans rien rétribuer à la RDC, ce qui davantage renforce le caractère
frauduleux de l'exploitation du coltan en RDC. Alors, tout ce qui est dit sur le coltan peut se transposer mutatis mutandis à la situation du pillage de l'or par les milices armées en province orientale au profit de l'Ouganda. En effet, 90% de l'or produit en RDC sont exportés par l'Ouganda sans contrepartie réservée aux producteurs qu'est la RDC. En conclusion, on se pose bien la question de savoir à qui le Rwanda vend-il le coltan congolais? Eh bien, aux sociétés multinationales qui, par leurs achats, financent, bien malgré elles, directement ou indirectement, les conflits et les groupes armés en RDC. Nous estimons que ces multinationales, étant généralement ressortissantes des grands pays industrialisés et des grandes démocraties, cela vient de le dire, qu'ils n'ont rien à voir avec la démocratie, elles ne devraient pas se contenter de s'approvisionner en qualité de recelleuse, mais elles devraient plutôt, pour garantir un approvisionnement assuré de leurs matières premières, négocier et conclure des contrats d'achat directement avec les propriétaires du produit, en l'occurrence la RDC. Aussi, la RDC étant sous régime d'occupation, ces multinationales devraient-elles aider au changement de ce régime pour leur permettre de négocier et conclure des contrats avec des propriétaires et responsables légitimes du pays producteur qui est la RDC. Je vous remercie et je remets à votre art. Je voudrais verser au dossier une autre préoccupation. C'est vrai, nous luttons aujourd'hui pour libérer le pays, parce qu'il faut arriver à le libérer. Un intervenant a dit, il est revenu plusieurs fois pour parler de l'occupation dont il se luttait lui-même, et donc certains de nos compatriotes croient encore. Il est vrai que le pays est occupé effectivement par les forces étrangères. Ceux qui dirigent n'ont même pas un mot à dire. Voilà. Et donc je voudrais verser un autre élément au dossier pour la réflexion, pour voir des pistes, parce que c'est un problème d'actualité. Une décision a été prise et votée à New York, à l'ONU. Et cette décision a été malheureusement validée par les chefs d'État africains. Il s'agit de la révision des frontières des pays d'Afrique. Mais, à mon entendement, le pays qui est plus considéré, qui est très concerné, c'est notre pays. C'est là également, si nous avons la guerre aujourd'hui, c'est parce que nous avons des richesses, des minéraux qu'on ne trouve pas dans notre pays d'Afrique et qu'on trouve essentiellement et en grande quantité dans notre pays. C'est ainsi que les multinationales, par tous les moyens, ils veulent continuer à piller, et pour piller, c'est eux qui entretiennent cette guerre. Ces avions qui atterrissent à Walikale et qui repartent chaque jour. On nous dit que le coltan est vendu au Congo à 50 $ et qu'il est revendu ici en Europe, à moins que je me trompe sur les chiffres, le même kilo est à 135 000 €. C'est incroyable ça. Là-bas, il est pris gratuitement, on ne l'a même pas acheté. Et donc tout ça, c'est le Rwanda qui en bénéficie. Donc, nous, Congolais, devant cette question de la révision des frontières, qu'est-ce que nous en disons? Depuis qu'on en parle, je n'ai pas entendu des réactions des autorités du pays, qu'il s'agisse du chef de l'État, du gouvernement, même pas du Parlement avec ces deux chambres. Il y a le représentant du secrétaire général de l'ONU qui est à Kinshasa, qui ne s'est pas gêné, qui a tenu des conférences à Kinshasa pour dire que la paix en Afrique centrale passe obligatoirement par la révision des frontières. Il n'y a que beaucoup de journalistes n'osent pas en parler chez nous. Il n'y a que le porte-archevêque qui, depuis plus de 5 ans déjà, a commencé à parler de cette histoire. Et je crois que c'est un problème aussi plus important. Parce que non seulement aujourd'hui nous sommes occupés, mais demain on va nous arracher le territoire ou la province de Goma et de Kivu pour annexer une partie au Rwanda, une partie au Burundi et l'autre partie en Ouganda. Voilà. Vous connaissez mal cette liberté. Peut-être vous la répondez. Oui, merci pour la parole. Ici, on doit être
pragmatique. Parce que la question la plus importante, c'est arrêter les stratégies pour la conférence, n'est-ce pas? Je vous donne un cas typique. Les multinationales, telles que vous les avez entendues parler. Il y a un cas ici au Congo, aujourd'hui. Il y a 7 syndicalistes qui sont arrêtés. Et notamment le président de la délégation syndicale d'une société qu'on appelle Chemed SNCC, Société nationale de chemin de fer du Congo. M. Victor Oumba. 1 mois à l'année. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé les détournements de 218 millions de dollars. Vous avez suivi. J'avais dénoncé, moi, à la RFI, c'était le 16 mai de l'année passée. Oscar Rachid, c'est moi. Activiste des droits de l'homme au Congo, lutte contre la corruption. J'ai été tiré 3 fois. Mais je n'habite pas ici, j'ai fait fuir ma famille en Afrique du Sud. Au moment où je vous parle, on a arrêté 7 de mes membres. Et moi-même, je viens d'arriver, ça fait 7 jours. Mais moi, je dois rentrer là-bas. S'il faut m'arrêter, ils vont m'arrêter parce que les 7 ont été déjà arrêtés. Maintenant, le cas des multinationales, là, l'argent qui a été donné est rentré. Ça n'a pas servi à la société. 218 millions. Ils se sont partagés. Et le gouvernement, et les mandataires, et eux-mêmes les multinationales qui ont donné. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est un exemple que je vous donne. Merci beaucoup. Et les syndicalistes sont arrêtés. Au jour d'aujourd'hui, ils sont encore arrêtés. Par qui? Par la garde présidentielle. Je dis bien par la garde présidentielle. Ce qu'on appelle JR. J'ai des films ici que j'ai. On a tiré sur les agents qui ont dénoncé. Ils sont en grève, je crois que vous suivez même sur Radio Kapi. Et aujourd'hui, on vient de nommer un ADG, toujours qui couvrait les mêmes multinationales. M. Ilunga Ilunkam. Suivez, allez poser la question là-bas. Mais regardez ce qui s'est passé dans les pays des Arabes. Est-ce qu'ils ont attendu des siècles et des siècles? Moi, j'ai lutté en 1969. Je ne sais pas si c'est M. Mwanda, je crois, était avec moi au campus. Après, je suis venu ici. J'ai repris la lutte il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, je suis vieille. J'ai mal partout. Mais moi, j'en ai ras-le-bol de voir tout le temps de conférences toujours au même stade de théorie. Vous êtes occupés à admirer la Bolivie, le Venezuela. Mais vous devez même vous camoufler en disant ça. Mais prenez cet exemple. Pour aller à une guerre, parfois, on a besoin d'une certaine fougue, d'une certaine colère. Quand elle n'est pas là, on décide de ne pas y aller. Et c'est ce que nous voulons, nous, à Paris. Nous voulons effectivement que tout le monde comprenne, surtout les jeunes Congolais, qu'ils comprennent que nous sommes là devant un Kitoudou. Où nous passons, où réellement nous perdons les Congos. Et si nous devons faire en sorte que nous ne perdons pas les Congos, nous devons nous battre. On ne peut pas aller se battre en riant. Il faut une colère contenue et maîtrisée pour aller au combat. Là, je suis d'accord avec vous, chers frères. Je vous invite à garder cette colère puisque nous en aurons besoin demain. Toujours est-il que vous avez parlé de l'argent. Vous avez commencé par là. Il ne faudrait pas que nous escamotions cette question. Nous avons dit, nous allons nous battre pour le Congo. C'est ce que nous faisons depuis 8 ans déjà. Pour quelle fin? Pour libérer le Congo. Libérer, c'est un mot qui n'a que 3 syllabes. Mais en fait, si nous déclinons maintenant en termes concrets, qu'est-ce que nous allons faire pour libérer le Congo? Je vous dis, c'est des tomes et des tomes du programme. Si quelqu'un vous a dit, nous créons l'appareil aujourd'hui pour libérer le Congo, et ça sera demain, celui-là doit avoir menti. C'est vraiment un grand mensonge. Puisque nous faisons un distinguo entre prendre le pouvoir et libérer le Congo. C'est deux choses différentes. Nous nous battons pour libérer le Congo. Même si nous savons que c'est vrai. Prendre le pouvoir est une des étapes. Mais ce n'est pas ça une fin en soi pour nous. Si ce n'était que cela,
comme ils disent toujours les responsables après au niveau de la Pareco, on serait parti aussi faire des alliances à gauche et à droite avec ceux-là qui donnent le pouvoir au Congo. Mais nous nous sommes gardés de nous compromettre dans ce sens-là. Puisque l'expérience a montré, notre frère, lui n'est pas étranger, le défunt président Kabila, s'était aventuré sur cette voie-là. Il a eu le pouvoir. Mais quel pouvoir? Quel pouvoir a-t-il eu? Et qu'en a-t-il fait? En quoi cela a été bénéfique pour le Congo? Alors, nous ne devrions pas répéter les erreurs de l'histoire. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à ce que disent nos amis, nos frères qui ne sont pas membres de la Pareco. La Bible ne sont pas membres de la Pareco, mais comme ils nous ramènent à l'histoire, ils nous donnent des faits sur base desquels nous pouvons réfléchir, puiser là-dedans et voir l'avenir. Voilà pourquoi nous les invitons toujours chaque fois que nous avons ce type d'occasion. C'est-à-dire, mon frère, l'argent, c'est l'argent sorti. Et nous remercions ceux-là qui ont fait cela. Et nous invitons encore les compatriotes à continuer à considérer que les combats que nous sommes en train de mener a besoin d'argent. A besoin d'argent. Mais cet argent, ce n'est pas puisque je donne ça aujourd'hui, cela veut dire que je vais attendre qu'il y ait une guerre qui se déclenche au Congo demain. Non. Il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup. Ne fût-ce qu'être ici aujourd'hui, dans cette salle, sensibiliser comme nous sommes en train de faire ici, ça nécessitait de l'argent. Peut-être que votre argent, c'est à cause de cet argent-là que nous sommes dans cette salle. Donc ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent investi. Et comme disait Cicéron, la terre, tout ce qui est investi dans la terre, rapporte toujours. Le Congo, c'est notre terre à tous. Ce que vous avez fait, vous avez investi dans le Congo. Soyez sûr et certain que c'est un investissement qui n'est pas parti pour rien. Nous nous battons et nous continuerons dans ce sens-là. Pour revenir à la question de mon distingué confrère, en réalité, l'abbé Mbeko nous a déjà donné une piste. Nous avons nos propres, nous avons nos idées, puisque nous devons libérer les Congos. Il ne suffit pas d'être là. Nous savons que les multinationales existent. Nous avons pris conscience de leur importance, de leur force, j'allais même dire de leur incontournabilité. Nous en avons pris conscience. Maintenant, nous sommes en train de voir comment être nous-mêmes, libérer notre pays, nous affranchir de leur tutelle et que eux soient là. La Bolivie a essayé, a réussi. Les réalités boliviennes sont les réalités boliviennes, mais n'empêche, la formule, pour la chandelle, nous devons l'étudier. Si nous ne la maîtrisons pas très bien, nous ferons venir ceux qui la maîtrisent, on va voir avec comment faire. Donc, aujourd'hui, l'essentiel, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que tout le monde, et je suis content que mon frère Pichou soit déjà lui-même d'une association. Nous voulons que cette entité vienne, puisque lui-même est là, ça montre vraiment qu'il a aussi participé au combat, qu'ensemble, nous allions vers d'autres actions, par rapport à celles que nous avions fait hier ou avant-hier. Et puis nous arriverons à notre but, au but que nous nous sommes fixés. Donc, réellement, on n'a pas dit que les multinationales, donc c'était un combat perdu d'avance. Si c'était un combat perdu d'avance, ça n'aurait servi à rien de le mener. Nous menons ce combat puisque nous savons que ce n'est pas un combat perdu d'avance. Ils sont forts, ils sont là où ils sont. Mais nous avons quelque chose d'énorme. Nous avons le droit avec nous. Nous avons la légitimité de nous battre pour nous avec nous. C'est ce qui fait notre force. Et eux, ils savent qu'ils sont en train de... Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise dans ce qu'ils font. La preuve, Apo, la compagnie Apo, au lendemain de notre marche du 1er février, a dit non, moi je vais faire un moratoire pour que nous ne nous approvisionnons plus en ces affaires de minerais de sang. Le symposium de demain, nous ne savons pas ce qui en sortira. Demain, quand ces multinationales vont se réunir. Mais en réalité, c'est tout cela
montre qu'eux aussi ne sont pas insensibles à ce que nous sommes en train de faire. Pas que c'est leurs intérêts qui comptent. Et peut-être au nom de ces mêmes intérêts, ils seront obligés de nous écouter un jour. Voilà. Si vous permettez, j'aimerais un peu rassurer le journaliste qui a posé cette question. Vous savez bien que les multinationales, comme l'ont dit, que ce soit l'abbé, que ce soit Patrick, elles ont toujours existé. Toujours. Même du temps de Mobutu, elles ont toujours existé, même avant lui. Mais ce sont des gens qui travaillent un peu avec des gants parce qu'ils ne veulent quand même pas s'exposer. J'ai été un administrateur, directeur commercial du marketing de la GECAMI pour 30 ans. Je savais quand même vendre à travers le monde. On avait quand même des retombées de nos ventes, n'est-ce pas? Le pays était géré tant bien que mal, mais on n'avait pas cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous sommes occupés et que ce ne sont pas les multinationales qui... Quand nous sommes un pays souverain, comme on était, entre guillemets, ils traitaient avec nous, hein? Ils géraient avec nous. On leur vendait le cuivre, le cobalt, des matières stratégiques et tout ça directement. Et le pays était rétribué de ses recettes et de ses ventes. Pourquoi aujourd'hui, ça pose un problème au Congo encore? Moi, je pense que c'est parce que le régime qui est en place est un régime de prédation pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous n'avons pas les retombées des produits de vente de nos marchandises ou de nos produits. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Si demain le Congo était libéré, mais les multinationales seront toujours là. Ils seront toujours là. Mais nous allons faire quoi? Maintenant, ils vont devoir, parce qu'ils travaillent toujours avec des gants, ils viendront, ils vont conclure des contrats avec nous. Ce ne sont pas des... Le Rwanda qui vole ces coltans ou ces minéraux. Vous pensez que le Rwanda ne leur vend pas? Il leur vend ces minéraux. Et il encaisse l'argent quand même. C'est ce qui développe le Rwanda. Ils viendraient chez nous, ils ne voleraient pas. Ils ne voleraient pas parce qu'ils ne peuvent pas voler. Ici, nous sommes dans un cas où il y a des proxys qui nous ont agressés, qui veulent aussi piller le pays. Mais puisqu'ils ont une ressource quelque part, hein, un fournisseur de produits, qui est le fournisseur aujourd'hui? C'est le Rwanda. Je vous ai dit que c'était l'exportateur. C'est celui qui exporte et qui vend, non? On a créé la Sosacom et la GECAMI n'existait. Même avant cela, il y avait l'Union minière du Haut-Katanga. C'était la SGM. L'Union minière du Haut-Katanga était le producteur, n'était pas l'exportateur. C'était la Société Générale des Minéraux. On nationalise en quelque sorte l'Union minière, ça devient la GECAMI, mais la GECAMI était toujours productrice sans être exportateur. C'était la Société Générale des Minéraux. On nationalise la Société Générale des Minéraux en créant la Sosacom. En ce moment-là, la Sosacom devient l'exportateur, le propriétaire du produit. C'est nous qui vendions le produit en tant que propriétaire du produit, parce qu'on était des exportateurs. Et on rétribuait à la GECAMI, évidemment, toutes les recettes, puisque pour nous, c'était son produit. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il y a toujours des conventions entre l'exportateur et le producteur. Ce qui n'existe pas dans les cas d'espèces dont les statistiques montrent que le Rwanda est exportateur du coltan, mais le Congo est seulement producteur. Mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de convention, il n'y a donc pas de rétribution de recettes au Congo. Donc on est pillé systématiquement. Mais pour les multinationales, leur intérêt c'est de s'approvisionner. Peu importe la source qui leur amène ou le fournisseur qui leur amène la matière première. Donc papa, on est face à un voleur et un receleur. Mais juste, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Justement, vous n'avez pas suivi mon intervention. Je dis que ces multinationales ne doivent pas se contenter d'être receleuses tout simplement. Ils ont intérêt de négocier directement avec le propriétaire du produit pour ne pas être un receleur. Mais elles sont receleuses parce que le Rwanda vole et leur vend.
Et quand vous achetez un produit volé, vous êtes receleur. Ça, c'est la définition élémentaire de receleur, non? Donc ces multinationales sont des receleuses. Je suis d'accord avec vous, mais les réalités politiques sont très compliquées. Si nous prenons l'exemple de Gbagbo et Lissouba, une fois au pouvoir, ils ont voulu changer, mais ça a été très compliqué pour eux. Ces pays ont connu les mêmes problèmes que nous. Ces pays étaient l'arrière-cour des États-Unis. Il faut le savoir. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Ces gens qu'on présentait, ces Indiens qu'on nous présentait comme des gens qui n'étaient pas trop civilisés. Comment ont-ils réussi à renverser la vapeur? 82% pour l'État et 18% pour les multinationales. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes mystifiés psychologiquement. Nous sommes morts à l'intérieur de notre tête. C'est ça la vérité. Les multinationales, moi j'ai dit aux gens, ces gens-là sont pragmatiques. Oui. Si vous renversez le rapport de force, elles négocieront avec vous. Mais oui. Le respect, ce sont les Congolais qui doivent l'imposer. Voilà la réalité. Faites le tour de tout. Vous savez Kadhafi. Prenons le cas de Kadhafi. Kadhafi arrive au pouvoir, il ferme les 2 plus grandes bases américaines et britanniques. Les Américains le laissent tranquille. Il nationalise le pétrole. C'est grâce à Kadhafi, en fait, que les pays de l'OPEP aujourd'hui peuvent jouer avec le prix du pétrole. C'est grâce à la Libye. Vous savez, il avait quel âge à l'époque? Il avait 27 ans. Pendant 40 ans, les Américains avaient une dent contre Kadhafi. Il y a eu des embargos injustes dans les années 80, à la fin des années 80-90. Mais quand les mêmes multinationales ont vu que Kadhafi se tournait vers d'autres pays, elles sont revenues, elles ont commencé à faire pression à la Maison Blanche et au 10 Downing Street à Londres pour dire nous voulons revenir en Libye négocier, avoir accès à nommer. Parce qu'ils en ont besoin, ces gens en ont besoin. C'est comme si vous pouvez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de, si moi j'ai ce taux-là, à un moment donné, vous allez vous agenouiller au moins pour venir négocier. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation qui fait que on a créé une situation d'instabilité permanente, un chaos permanent pour nous assujettir et pour nous pousser surtout à nous dire, mais au final, acceptons cette fatalité et essayons de leur demander de nous donner juste un peu, d'avoir pitié de nous. Quand on vous impose une misère, c'est pour vous emmener à vous délaisser et à accepter cet état de fait, cette fatalité. Mais quand vous résistez, à un moment donné, l'oppresseur recule. Toujours. Les Lumumba ont résisté Manu. N'oublions pas cela. Et la chance de la Bolivie, c'est la transmission de l'histoire. Vous savez, déjà au XVIIe siècle, il y a un monsieur que l'on tue. On appelle sa femme et ses enfants. On les tue en sa présence. Et après, on l'écartèle. On coupe la langue, on le tue. Il dit à ceux qui le tuaient, vous ne faites que me tuer. Je reviendrai et je serai des millions. Exact. Et quand Evo Morales prend le pouvoir, les Indiens croient que c'est ce type-là qui est revenu. Pourquoi? Cette histoire de leurs ancêtres a été transmise de génération en génération. Donc, eux ont eu une histoire de la résistance, une histoire de plus de 500 ans. Quand on parle du Venezuela aujourd'hui, vous avez vu dans les rues, mais ce sont les mêmes, l'USAID qui finance et le NED qui finance. Mais qu'est-ce que Maduro a fait? L'opposition venait. N'allons pas dans cette histoire. Si nous nous battons, si nous versons le sang, ils vont trouver un motif pour pouvoir nous écraser. Vous voulez quoi? Exprimez-vous. Dites ce dont vous avez besoin. Ils ont maté la rébellion. Les jeunes sont là. Et c'était des jeunes de 20, 25 ans, des quartiers riches, qui avaient été financés pour casser la révolution bolivarienne. Ces gens-là, la force des pays latino-américains, c'est leur histoire. Ils sont très liés à leur histoire et ils sont capables de transmettre. Ainsi que l'une des premières choses que Hugo Chavez a fait quand il a pris le pouvoir, c'est d'éduquer, d'alphabétiser. Parce que lui était convaincu qu'à travers l'alphabétisation et l'éducation, on donne la conscience, l'histoire et la connaissance. Pour lui, il fallait prendre les trois et donner la conscience du plus jeune au plus vieux. Quand vous cultivez la conscience et la fierté d'être vous-même, vous devenez imbattable. C'est ainsi que le jour où il est décédé et que les jeunes sont venus à son deuil, un journaliste aborde un jeune dans la rue, une jeune fille dans la rue habillée en rouge. Il lui demande quel est ton nom et dit mon nom c'est Hugo.
mon prénom, et mon nom c'est Chavez, mon prénom c'est Hugo. Il y a eu une identification à un leader qui avait une vision pour son pays, mais une vision qui s'insérait dans une histoire, l'histoire de Simon Bolivar et l'aide dont le Venezuela a dû bénéficier auprès de gens comme Castro. C'est toute une 3, 4, 5 nations qui sont en train de... Et aujourd'hui, vous avez la CELAC, qui est un ensemble de plusieurs pays latino-américains qui ont pris conscience du fait qu'ils étaient là-bas, la cour arrière des États-Unis, et qui se sont dit, si nous voulons nous tirer d'affaire, mettons-nous le plus possible ensemble, avançons ensemble. D'où le projet, par exemple, du panafricanisme, qui a été étouffé dans l'œuf que l'UA aujourd'hui n'arrive pas à réaliser. Pourquoi? Parce que l'UA est financé par l'Union européenne qui vous donne son argent, vous impose sa politique. Vous voyez, nous avons une lutte panafricaine à mener en allant au-delà de nos accros avec... parce que souvent, nous prenons le Rwanda, Kagame comme le Rwanda. Kagame n'est pas le Rwanda. Il y a aujourd'hui une opposition qui est en train de monter contre ce type-là. Mais qu'est-ce qu'on nous fait? On exacerbe les haines en nous. Nous cultivons tellement la haine que nous perdons à un certain moment le nord. On ne réfléchit plus bien parce qu'on est habité par la haine. Mais petit à petit, si nous arrivons à constituer une histoire de la résistance, nous n'avons pas une histoire de la résistance. J'ai vu les jeunes de Ingeta, par exemple, organiser une université et étudier Kimpavita. Voilà le travail que nous devons faire. Comment est-ce que ces gens-là, quelles ont été leurs faiblesses? Quels ont été leurs points forts? Comment dépasser aujourd'hui leurs faiblesses pour que nous devenions forts? Il n'y a pas de fatalité. Ce sont les peuples qui font l'histoire, mais avec la science, la connaissance et la conscience. Et qu'on soit prêt à dire comme ce type-là, vous ne faites que me tuer. Je reviendrai et j'essaierai des millions. Et surtout, vous devez comprendre une chose, c'est que à chaque fois que l'Occident a assassiné un leader africain, qu'est-ce qu'il fait après? Il y a ce que moi j'appelle l'opération après-vente. On le diabolise en outrance, parce qu'on ne va pas laisser des traces de ses bienfaits, de tout ce qu'il a eu à faire pour son peuple. Et de cette manière, on tue la conscience historique. On tue. Quand on a tué Lumumba, ils l'ont fait. On a commencé à nous décrire Lumumba comme le diable. Et la plupart de nos aînés ont répercuté ce message. Et aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une génération, la mienne en tout cas, qui s'identifie à Lumumba et qui n'est plus mystifiée par le discours dominant. Parce que, je le dis, excusez-moi, la plupart des débats ont été mystifiés par le discours dominant. Et cela est passé par l'école coloniale, ce que moi j'appelle l'école coloniale, c'était leurs écoles, par lesquelles nous passons et nous ingurgitons des choses sans un certain esprit critique. Nous apprenons notre histoire à travers les canons de leur culture, une histoire qui est biaisée. Je dis souvent aux gens, si vous voulez comprendre aujourd'hui comment nous sommes arrivés à Maduro, il faut remonter à l'histoire de ce pays. Mais si vous voulez comprendre pourquoi on a combattu Castro, il faut regarder Chavez. Et si vous voulez comprendre pourquoi on a combattu Chavez, il faut regarder Correa. Et si vous voulez comprendre pourquoi on a combattu Correa, il faut regarder celui qui est venu après, dans le pays limitrophe. Pourquoi? Parce que l'un s'est inspiré de l'autre. Et ça remonte comme ça. La théorie de domino. Voilà. Et ce que l'Occident tue toujours la conscience historique des gens, des peuples, pour les mater, des assujettis. Et chez nous, ça marche. Aujourd'hui, je le dis tout le temps parce que Kimpavita, moi j'étais parmi les instructeurs de l'Institut Kimpavita. Il y a une que nous allons encore faire, il y a un qu'on va faire encore cette année aux États-Unis. Parce que nous avons compris à un moment donné que la plupart des jeunes avaient cette fougue-là, mais n'avaient pas de repère. Il n'y a pas de symbole. Obama vous parle des pères fondateurs des États-Unis, mais vous les Congolais, vous parlez de qui? Papa, je m'excuse. Non, ma génération. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur.bobo.tv.